Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'Éducation. Tout de suite, le sommaire. Elle est l'auteure d'un rapport sur le harcèlement et le cyberharcèlement scolaire. La sénatrice Colette Mélot est l'invitée du Grand JT. On la reçoit dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, on vous présentera Parole de farfelu, un projet musical qui se veut libérateur pour les enfants. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, elle reçoit Louis Albi, le finaliste de la Star Academy. Mais tout de suite, place à l'actualité avec Andrea Le Bourgeois. Bonjour Andrea. Bonjour Virginie. Bienvenue dans le Grand JT, c'est une première pour vous, on est ravis. Alors l'actualité Andrea, on commence ce journal avec l'actualité donc principale, la grève contre la réforme des retraites qui s'annonce très suivie dans l'éducation. Oui, les syndicats enseignants sont en colère, ils seront mobilisés demain. Ils prennent d'ailleurs déjà de l'avance pour le 7 mars prochain, prochaine date de mobilisation. Si le gouvernement reste sourd à la contestation populaire de demain, il menace de mettre la France à l'arrêt. Les mots d'ordre des 7 principaux syndicats enseignants sont simples, je cite, « Le 7 mars, mettons les écoles, établissements et services à l'arrêt ». Rappelons les chiffres, selon le ministère de l'Éducation nationale, environ 14% des enseignants s'étaient mobilisés samedi dernier contre 38 lors de la première manifestation contre la réforme des retraites en janvier dernier. Ce mardi, un rassemblement a eu lieu devant le rectorat de Paris contre un projet de fermeture de classe. Oui, Virginie, en Ile-de-France, près de 250 classes pourraient être fermées d'ici à la rentrée. Les dizaines de parents d'élèves, mais aussi d'enseignants qui étaient rassemblés ce mardi devant le rectorat de Paris craignent une baisse de la qualité de l'apprentissage avec des classes surchargées. On pouvait d'ailleurs lire plusieurs slogans sur les pancartes comme « L'école n'est pas une entreprise, les enfants ne sont pas des marchandises ». 187 classes en primaire seraient concernées, dont 56 en réseau d'éducation prioritaire selon la Fédération des conseils de parents d'élèves, mais aussi 60 classes au collège seraient touchées. D'après nos confrères de 20 minutes, le rectorat confirme 178 fermetures de classes. La raison de ces suppressions, selon le ministère de l'Éducation nationale, la baisse de la démographie en Ile-de-France. Dans une tribune ce mardi, plus de 50 organisations LGBTQI+, ont interpellé le ministre de l'Éducation. Oui, il doit y avoir un avant et un après Lucas. C'est par ces mots forts que débute cette tribune publiée dans le magazine Têtu. Rappelez-vous, en janvier dernier, Lucas, ce collégien de 13 ans, s'était donné la mort à la suite du harcèlement à caractère homophobe qu'il subissait dans le cadre scolaire. Le but donc de cette lettre ouverte directement adressée à Pape Ndiaye est de faire prendre conscience de l'urgence de la situation. Ces associations demandent surtout l'organisation au plus vite d'une conférence sur la lutte contre la haine anti-LGBT, rassemblant associations, chercheurs, représentants d'élèves, étudiants et personnels. Justement, la lutte contre le harcèlement qui est notre thème aujourd'hui, notre thématique aujourd'hui, avec la venue de la sénatrice de Seine-et-Marne, Colette Mélot, qui sera en plateau dans quelques instants. On termine avec une enquête de Santé publique France publiée mardi qui montre une hausse des épisodes de dépression en 2021 dans toute la population, mais surtout, Andrea, chez les jeunes Français. Oui, 1 jeune sur 5 présente des troubles dépressifs, une hausse qui frappe surtout les 18-24 ans. 20,8% ont connu un épisode dépressif au cours de l'année 2021 contre 11,7% en 2017, des chiffres qui ont pratiquement doublé. Pourquoi cette hausse ? Eh bien, impossible d'établir avec certitude la cause d'une dépression puisque c'est une maladie multifactorielle. Mais Virginie, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé durant l'année 2021 ? J'imagine la crise sanitaire dans la pandémie. Oui, vous avez raison, c'est bien ça. Une pandémie mondiale, le Covid-19, des confinements à répétition, l'incertitude de l'avenir. Autant de raisons qui peuvent expliquer cette hausse inquiétante. Merci Andrea. Alors Colette Mélot, sénatrice Seine-et-Marne, est avec nous sur le Grand JT. C'est l'interview du jour. Bonjour Colette Mélot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sénatrice de Seine-et-Marne, rapporteure de la mission d'information sur le harcèlement et le cyberharcèlement scolaire en 2021. Nous sommes début 2023. On l'a encore vu malheureusement ces dernières semaines. Des jeunes meurent du harcèlement à l'école. Ça a été le cas, en l'occurrence, de Lucas, dont on a beaucoup parlé. Qu'est-ce qui n'a pas été fait, selon vous, pour que, encore aujourd'hui en 2023, et que même en 2021, puisque vous avez justement été rapporteur de cette mission, le harcèlement
soit encore là aujourd'hui et qu'on ne fasse pas assez pour eux? Alors, comme vous venez de le souligner, le harcèlement est un fléau et des enfants, des adolescents meurent chaque année. On peut considérer qu'il y a entre 800 000 et 1 million de jeunes qui sont touchés par le harcèlement chaque année, le harcèlement scolaire. Il y a aussi, malheureusement, des suicides. Et en 2021, on avait dénombré une vingtaine de suicides. Alors, en 2022, on n'a pas encore les chiffres, mais ça doit être certainement proche. Et cette année, nous avons déjà à déplorer la mort de Lucas. Les pouvoirs publics se sont pourtant emparés du sujet depuis 2010. Mais est-ce que c'était 2010 déjà? Il y avait un moment qui était criant. C'est-à-dire qu'on en parlait déjà en 2010, je me rappelle très bien. Oui, oui. Et déjà, c'était un mot qui revenait dans toutes les bouches. Non pas que des personnels de l'éducation, mais sur tous les plateaux de télévision, dans la presse de manière générale, et effectivement dans toutes les familles. 10, 12, 13 ans se sont écoulés, et encore 13 ans après, malgré la mission que vous avez faite, malgré ce qui a été dit, on en est pratiquement toujours au même point. Malheureusement, je crois que même les choses se sont amplifiées parce que le cyberharcèlement a démultiplié les conséquences graves du harcèlement, parce que le harcèlement a toujours existé. Le mot harcèlement, nous ne l'employions pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais dans les cours d'école, il y a toujours eu des bagarres, il y a toujours eu des invectives, des disputes, mais ça n'avait pas cet impact et ça n'était pas aussi grave. Ça s'arrêtait facilement. Définissons d'ailleurs ce qu'est un harcèlement scolaire. C'est-à-dire que c'est un harcèlement, c'est un enfant qui, en fait, va en permanence embêter le même enfant de manière systématique. Exactement. Et le harcèlement se fait souvent en meute. C'est-à-dire qu'il y a un meneur qui commence et il est suivi par d'autres. Et voilà, ça prend de plus en plus d'ampleur et la victime est isolée, est acculée et n'arrive pas à s'en sortir. Alors, dans le meilleur des cas, la victime va le signaler à un adulte ou les témoins, parce qu'il y a des témoins dans cette situation. Mais souvent, la victime ne fait rien, se replie sur elle-même et la famille ne s'en rend pas compte ou s'en rend compte parce qu'il y a une baisse des résultats scolaires, parce que l'enfant souffre. Mais parfois, ils ne s'en rendent même pas compte. Et vous parliez justement de cette situation il y a 30 ans, 40, 50 ans, parce qu'en fait, ça existait dans les cours d'école, mais pas de la même manière, dans le sens où, effectivement, les réseaux sociaux, le téléphone portable, c'est ça, a amené autre chose. C'est là le fléau. Ce cyberharcèlement a démultiplié donc, les conséquences, parce que l'enfant n'est jamais plus seul. Il va être harcelé sans arrêt. Lorsqu'il quitte l'école, il sera harcelé dans la rue. Ensuite, il rentrera chez lui et il va recevoir des messages. Il va être importuné de mille et une façons, jusque dans sa sphère privée. Donc, ça ne s'arrête jamais. Et confronté en plus à des photos, à des images, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Alors, il y a des photos qui sont prises. Il y a aussi des photos qui sont dérobées sur des sites où si l'adolescent a mis une photo de sa copine ou de son copain, selon le cas. Ces photos sont prises et ça crée des conflits. Enfin, ça prend vraiment des proportions extrêmement dramatiques. Une situation qu'il y a, par exemple, 30 ans, selon vous, peut être décuplée, voire centuplée aujourd'hui, du fait, par exemple, du fait juste, par exemple, d'un message qui serait diffusé effectivement, ne serait-ce que par les réseaux sociaux, sur Instagram, pour pas le citer, ou TikTok ou autre, ou alors sur un WhatsApp, c'est-à-dire un groupe de discussion commun, et qui ferait qu'en fait, l'image ou l'information est virale. Voilà, ça devient viral, exactement. Alors, dans notre mission sénatoriale, mission d'information, où nous étions des représentants de tous les groupes politiques du Sénat, nous avons auditionné beaucoup de spécialistes de
de la question. Nous avons auditionné des représentants de l'éducation nationale, des psychiatres, un certain nombre de représentants d'associations, parce qu'il y a des associations qui luttent contre le harcèlement. Beaucoup. Et nous avons également auditionné des représentants des sociétés qui gèrent les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, ouais. Voilà. Seul Twitter n'était pas présent. Ils n'ont pas déplacé, ils n'ont pas voulu venir. Pourquoi ? Est-ce que vous avez eu une information ? Non, nous n'avons pas eu d'information. Voilà, mais c'était le seul réseau. Ils ne se sentaient pas concernés ? Peut-être pas. Il est vrai que Twitter est plutôt l'affaire des journalistes, des politiques, moins peut-être des enfants et des adolescents. Alors, vous avez présenté, donc, Madame la sénatrice, ce rapport au ministre Pap Ndiaye récemment, il y a 15 jours, c'est ça ? Et ce qui est fou, c'est que, en fait, ce rapport date de 2021. Je vois 2020-2021, puisqu'évidemment, ça ne s'est pas fait en 10 jours, ce rapport. Donc, vous avez mis quelques mois à éditer. Pendant 6 mois, oui. Et quand vous l'avez présenté au ministre récemment, il y a 15 jours, est-ce que vous avez déjà eu un retour du ministre ? Oui, bien sûr. Je l'avais présenté auparavant à Jean-Michel Blanquer, le ministre précédent. Oui. On avait pris acte aussi. Bon, cette fois-ci, nous avons été reçus, la présidente de la mission et moi-même, par M. Pap Ndiaye, qui a été très attentif, qui me paraît être conscient de la situation, comme l'était son prédécesseur. Tous les ministres l'ont été, bien évidemment. Mais là, il y a porté une attention vraiment toute particulière. Et il nous a dit qu'il était prêt à utiliser certaines de nos préconisations. Parce qu'il y a 35 préconisations dans les conclusions du rapport qui se déclinent selon un triptyque: prévenir, détecter et traiter. Alors, on va y venir justement à ces préconisations, mais j'aimerais avant qu'on puisse encore parler de la sphère politique et puis de ce qui s'est passé pour beaucoup de familles et d'enseignants. Vous me dites que beaucoup de ministres ont été sensibles à la cause. Je reviens à ma question principale et initiale que tout le monde se pose, puisque c'est un fléau, que tout le monde est conscient de ce fléau. Ici, aujourd'hui, on est à School TV, donc on est concerné en tout particulièrement par l'éducation, mais en fait, toute la société entière est concernée par l'éducation. Ce fléau, il est là. Les ministres précédents, a priori, vous les avez déjà contactés. Vous avez été leur présenter cette situation, proposer ce rapport. Jean-Michel Blanquer, déjà, vous avez dit quoi ? Donc, le ministre précédent de l'Éducation, pour ceux qui nous suivent, qu'avait-il dit ? Jean-Michel Blanquer avait conscience de cette situation grave et nous a dit que l'Éducation nationale mettait en place le programme phare. Oui. Alors, pendant une année scolaire, voire 2, il y a eu seulement certains départements qui étaient concernés. De test. Il y a eu des départements pilotes. Et à la rentrée 2022, le programme phare a été généralisé à tous les établissements. Ce programme comporte la formation des enseignants et également la désignation d'ambassadeurs, d'élèves ambassadeurs qui participent à la prévention dans les établissements scolaires. Oui, mais quand on voit la situation, et notamment le décès de Lucas et d'autres enfants, car on parle beaucoup de lui, mais il y en a eu d'autres aussi, vous parlez d'une vingtaine d'enfants en 2021, eh bien, la maman de Lucas elle-même dit que le plan national contre le harcèlement scolaire, le programme phare, n'est pas du tout au point. Qu'en pensez-vous ? Alors, je ne dirais pas qu'il n'est pas au point. Il est tout à fait utile. Parce que il est incomplet ? Non, ce n'est pas qu'il soit incomplet, mais il doit être accompagné d'autres mesures, je crois. Ce n'est pas suffisant. Il faut savoir aussi que l'éducation nationale est une énorme machine et que pour mettre en route un tel programme dans tous les établissements scolaires de France, ce n'est pas facile, il faut se rendre à l'évidence. Et qu'il y aura toujours, dans une généralisation, des endroits particuliers. Il y a des endroits où il y aura des professeurs très intéressés par ce sujet, où le proviseur va y accorder une importance particulière, mais d'autres endroits où ce ne sera pas le cas et où ce ne sera fait qu'à minima. Voilà.
Alors, quand vous dites justement les endroits, c'est très intéressant parce que beaucoup disent que tout réside dans le choix, finalement, la décision du chef d'établissement, à savoir quelle va être, lui, sa politique, entre guillemets, au sein même de son établissement concernant le harcèlement scolaire. Parce qu'il y a un projet d'établissement. Dans chaque établissement, il y a un projet d'établissement et il y a un éclairage particulier sur certains points. Bon, il faut savoir qu'on ne vit pas de la même façon dans tous les départements de France. Il y a des départements ruraux, il y a des départements urbains, il y a la région Île-de-France. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit partout exactement la même situation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le harcèlement concerne tous les enfants de France. Puisque nous sommes en France, c'est pareil ailleurs, mais bon, en France, directement ou indirectement, c'est ça? Voilà. Et puis aussi qu'il n'y a pas de région, il n'y a pas de classe sociale. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a qu'un enfant de famille défavorisée, par exemple, aura toutes les mêmes chances d'être concerné par le harcèlement. Un enfant de famille favorisée, voilà. Hein, on le voit. Mais, bien sûr, les enfants dont les parents sont plus à l'écoute, qui sont mieux encadrés, ont peut-être, hein, parce que ce n'est jamais sûr, plus de chances d'y échapper que d'autres. Hein. On l'a vu souvent que c'était dans des familles où la situation était peut-être compliquée, où les parents n'avaient pas une bonne connaissance de l'école, où ils n'avaient pas de relation avec l'école. Alors, je reparle évidemment, hein, je redis donc harcèlement scolaire et cyberharcèlement, mobilisation générale pour mieux prévenir, détecter et traiter. Donc prévenir, on en parle justement par rapport au chef d'établissement et de ce qu'ils mettent en place au sein des établissements avec des équipes associatives qui viennent parler du harcèlement et parler de cette situation, avec des enseignants aussi qui prennent part à la situation. 65% des enseignants s'estiment mal armés justement face au harcèlement du fait d'un manque de formation. Très compliqué de former les enseignants déjà dans leur propre matière, dans leur propre situation, avec des heures qui ne peuvent pas être faites, faute de temps ou faute d'argent aussi. Des difficultés donc pour les enseignants à mieux, si vous voulez, déjà en parler, à prendre le temps de le faire, et évidemment à détecter. Car c'est très difficile de détecter un enfant. Alors le volet prévention est vraiment très important. Oui. Personnellement, j'ai beaucoup de... Vous attirez l'attention sur ce sujet? Oui. Personnellement, j'accorde beaucoup d'importance à la prévention. Et non seulement pour le harcèlement, mais aussi pour la formation et pour beaucoup de choses. Je crois qu'il faut vraiment donner beaucoup d'importance à la prévention. Même pour la médecine, pour la santé, c'est très important, la prévention. Et là, en matière éducative, il faut vraiment considérer ce volet comme important. Déjà, en faisant de la prévention, on va éviter beaucoup de cas de harcèlement. Mais on se pose la question, mais la prévention, elle est maintenant... On m'aurait dit ça en 1880, je veux bien. Aujourd'hui, on parle beaucoup de prévention quand même. On en parle beaucoup de harcèlement à l'école, aussi bien au sein des familles que de manière généralisée et quotidienne au sein des écoles. Et pour autant, on constate malheureusement des drames terribles. On mentionnait Lucas, mais il y en a eu plein d'autres. Et donc, ça continue. Cette prévention-là, est-ce qu'elle est mal faite? Est-ce qu'elle est, encore une fois, incomplète? Est-ce qu'il y a un manque d'argent pour le faire? Non, quelle est la situation? Pourquoi on est là? Elle n'est pas suffisante. Et nous l'avons démontré dans nos préconisations. D'ailleurs, nos préconisations sont extrêmement simples. Oui. Et elles sont pragmatiques. Avant tout, hein. Il faut que dans chaque établissement, il y ait déjà les numéros de téléphone où des victimes peuvent appeler. Hein. Et que les numéros de téléphone peut-être soient plus clairs, parce qu'en fait, il y a plusieurs numéros de téléphone. Est-ce que c'est un peu confusant? Alors, oui, bon, il y a deux numéros de téléphone qui concernent le harcèlement, le 3018 et le 3020. Oui. L'un étant un standard généraliste, où on peut signaler un cas de harcèlement, l'autre concernant le cyberharcèlement, le 3020. Hein. Ce numéro... Quand je vais dans un établissement scolaire, je ne le vois nulle part. Alors bon, je ne regarde pas partout, mais je pense qu'on devrait le mettre... Le ministère de l'Éducation a proposé justement des affiches pour pouvoir... Oui, il y a des affiches qui ont été faites. Alors,
est-ce qu'elles y sont? Est-ce qu'elles sont partout? Ça, bon, personne ne va vérifier. Mais vous pensez que c'est la faute des chefs d'établissement de ne pas les poser? Pas la Ou est-ce que faute. c'est le ministère, justement, qui ne déploie pas suffisamment? Ensuite, je pense que les affiches doivent être envoyées partout. Maintenant, est-ce qu'elles sont affichées? Est-ce qu'elles sont affichées au bon endroit? C'est ça. Selon vous, il faudrait les afficher où? En dehors de la classe, bien évidemment. À l'endroit où les enfants passent. Ils passent partout à l'école. Oui, mais par exemple, il y a toujours un hall d'entrée. Si c'est en gros dans le hall d'entrée, voilà. Alors, il y a l'affichage. Il y a aussi les cahiers, ce sont des propositions que nous avons faites, hein. Les cahiers de correspondance, peuvent l'inscrire en page de garde, en première page, voilà, le numéro en gros aussi, hein, de sorte que tout le monde l'intègre et que ça devienne vraiment un automatisme. Voilà, c'est le numéro qu'on appelle s'il y a un cas de harcèlement. Parce qu'il y a, dans un harcèlement, il y a un auteur, le harceleur, il y a une victime et il y a des témoins. Et souvent, ces témoins ne disent rien, ils sont passifs. Alors, ceux qui sont passifs et qui pourtant la scène est manifeste, évidemment c'est très grave, mais il y a tous les autres, et j'en parle très souvent ici et ailleurs, de tous ceux qui en fait suspectent peut-être quelque chose, mais sans vraiment être certains d'une situation, Oui, voilà. et n'arrivent pas à savoir s'il faut dénoncer, intervenir ou pas. Et beaucoup d'enfants surtout prennent la parole là-dessus et disent « mais moi je ne vais pas dénoncer un camarade, je n'ai pas à le faire ». Quelle est votre position là-dessus? Je comprends l'inquiétude et les interrogations que peuvent avoir certains enfants qui n'osent pas. Mais il faut leur en parler et il faut justement, ça fait partie de la prévention, il faut qu'il y ait des séances de sensibilisation, il faut que les professeurs le fassent, il faut qu'en début d'année scolaire, il y ait une grande réunion sur le sujet. Et vous savez qu'il y a une journée dédiée à la lutte contre le harcèlement au mois de novembre, le premier jeudi après les vacances du mois de novembre, où les établissements, les villes doivent faire organiser des réunions pour pouvoir sensibiliser. Je crois que les médias ont joué le jeu. Hein. J'ai l'impression, mais malheureusement, ça ne... Parce que vous m'avez invité aujourd'hui. Bien entendu, mais malheureusement, alors on tente justement de pouvoir alerter un maximum et de trouver les solutions, mais on constate malheureusement que les drames continuent de perdurer. Alors il faut aussi sensibiliser les familles. Parce que je suis persuadée qu'il y a encore beaucoup de parents qui ils en entendent parler à la télé lorsqu'il y a un fait divers, mais ils ne connaissent pas la gravité du harcèlement. Bien sûr. C'est un fléau, il faut bien le dire, grave, excessivement grave. Bien sûr. Et les parents, à moins qu'il y ait un cas tout près de chez eux, ne s'en doutent pas. Et j'aimerais parler aussi, alors c'est pas forcément politiquement correct, mais je crois que c'est assez sain d'en parler, notamment pour les enfants qui sont jeunes et qui sont eux-mêmes harceleurs. Est-ce qu'ils peuvent contacter justement leur professeur, leur entourage, le 3018, pour pouvoir parler de ça, car ils ne sont pas forcément conscients, mais ils savent qu'il y a une situation qui est compliquée. Et peut-être qu'il faut pouvoir aussi ouvrir une écoute à ces enfants-là. Bien sûr. Alors ça, j'en ai beaucoup parlé dans le volet traité, parce que donc on prévient, on détecte les personnes qui connaissent ce sujet se rendent compte, enfin celui qui se rend compte, l'a détecté, va en parler, et puis le traitement. Alors je dis toujours, il faut traiter à la fois la victime et l'auteur, le harceleur. Parce que si on laisse dériver l'enfant harceleur, il recommencera, il y aura des récidives, et il va se construire sur ce modèle, et on va retrouver certains enfants qui deviendront des ados dans leur quartier, meneurs de bandes, et qui, après commettront des actes de vandalisme. Et qui, pour certains aussi, ont été victimes avant de harcèlement. Alors, il y a aussi les victimes, il semble, d'après des spécialistes, des victimes, même dans le milieu familial. Des enfants qui sont harcelés dans le milieu familial et qui vont reproduire ce modèle eux-mêmes et se mettre eux aussi à harceler. C'est très compliqué. D'où la sensibilisation effectivement des parents dont vous parliez, qui effectivement est assez rare ou peu écoutée et qui en fait prennent peut-être ça un peu par-dessus la jambe, selon vous. Exactement. Bien sûr, bien sûr. Alors, toute la communauté éducative doit être concernée et sensibilisée. Et la communauté éducative, ce sont les enfants, ce sont les enseignants, ce sont les parents aussi,
hein, bien évidemment. Et ce sont tous ceux qui travaillent pour l'école. Alors, il y a des moments hors temps scolaire où les enfants fréquentent le restaurant scolaire, c'est pas le temps scolaire ça, où il y a du personnel qui n'est pas du personnel qui dépend enseignants et qui dépend de l'école. Hein, ce sont les communes qui paient du personnel pour servir, et là, ces gens-là peuvent voir quelque chose. Ils peuvent s'apercevoir qu'un enfant ne mange plus, ne parle plus à table, se met tout seul, etc. De même que le chauffeur du bus de ramassage. Il peut voir un enfant qui se met tout seul, parce que le harcèlement a lieu partout. Hein. Se pose la question, effectivement, alors c'est aussi être citoyen, vous me direz, mais se pose la question aussi de la lourdeur de la tâche pour toutes ces personnes qui sont des personnes de l'éducation, qui sont déjà fatiguées, harassées, qui se plaignent évidemment de leurs conditions de travail et de leur salaire, et qui ont une charge de travail. On dit toujours que les enseignants ne font rien, mais c'est pas vrai. Par ailleurs, vous avez été enseignante beaucoup plus jeune, mais ce que je veux dire, c'est que la situation, elle est telle qu'on se pose la question de la responsabilité et de la difficulté d'endosser cette tâche supplémentaire. Bien sûr. Parce que pour quelqu'un, par exemple, qui travaillera à la cantine, s'il ne voit pas, il ne détecte pas ce harcèlement, est-ce que ça va être une culpabilité trop lourde aussi pour lui, alors que il aurait peut-être dû le voir? Enfin... s'il ne l'a pas vu, bon, il n'est pas responsable. Mais dans la mesure où il le voit, à ce moment-là, il est responsable. Mais c'est une façon de responsabiliser aussi le personnel, c'est la complicité. Ils ne le savent pas si on ne leur dit pas, parce que, oui, comme vous le dites, ils ont des tâches déjà assez lourdes, et le personnel de cantine est là, ils vous diront qu'ils sont là pour servir les repas, pour faire la cuisine, pour servir les repas, et c'est tout. Mais si on les sensibilise et si on leur dit qu'ils ont une responsabilité en la matière, au niveau des enfants pour lesquels ils travaillent, ils en deviendront conscients. Alors, je pense qu'ils sont conscients effectivement de la responsabilité qu'ils ont, mais peut-être pas de la lourdeur de la tâche qui est de détecter un cas de harcèlement. Voilà, mais lorsqu'on le détecte et qu'on le dit à un autre, déjà, bon voilà, on est soulagé d'un poids. Et puis, voilà, les choses se mettent en route pour pouvoir agir. Hein. Alors, dernière question par rapport justement à cette lutte, cette manière de lutter contre le harcèlement général et le cyberharcèlement. C'est une stratégie aussi de rendre les élèves acteurs dont vous parlez. C'est le cas du dispositif des élèves ambassadeurs. Un petit mot sur cette question. Eh bien, les ambassadeurs, oui, ce sont des élèves à qui on confie une responsabilité nouvelle et qui sont chargés de voir ce qui se passe dans l'établissement. Ils prennent une charge qui peut être lourde aussi, mais qui intéresse bon nombre. C'est comme les délégués de classe. Des délégués, voilà. C'est un délégué, mais sur le volet harcèlement. Précisément sur ce volet-là. Sur ce volet-là. D'accord. Hein, donc en fait, on va le former, entre guillemets, en tout cas, passer du temps à lui expliquer ce que c'est, et à ce qu'il prenne part à, en gros, la citoyenneté, si je puis dire, de sa classe et de son école. Voilà, oui, et c'est une belle mission. Hein, et oui, oui, bien sûr. Merci mille fois, Colette Mello, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sénatrice en Seine-et-Marne. Et puis, vous avez écrit un rapport d'information qui est ici, qu'on peut retrouver sur Internet, bien sûr, sénat.fr. Harcèlement scolaire et cyberharcèlement, mobilisation générale pour mieux prévenir, détecter et bien sûr traiter, car on aimerait pouvoir ne plus en parler de ce harcèlement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueillie. Merci madame. On marque une courte pause et on se retrouve. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parlent nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numéro
numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le Grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le Grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Laure Dèbre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteure, compositrice et interprète. Oui. Alors, peut-être que vous ne nous chanterez pas un petit truc sur le plateau. Mais enfin, quand même, on a très envie de vous retrouver. Avant même de commencer cette interview, est-ce que sur Internet, c'est facile? On tape votre nom. On tape Parole de Farfelu et on est partout. Alors, on va en parler, Parole de Farfelu, Voilà, justement. c'est ça. Pendant 13 ans, Laure Dèbre, vous enseignez la musique au collège et au lycée. Exactement, oui. Dans quelle ville? En Auvergne, en fait, à Brioude, et puis à côté de Clermont-Ferrand. D'accord. Et puis, vous décidez, il y a 2 ans, de vous lancer pleinement dans votre projet artistique. 2 ans, ça tombe pile poil pendant la pandémie. Est-ce Oui. que ça a eu un petit choc, un électrochoc? On en a parlé partout, ce fameux Oui. électrochoc chez les Français. Ça a été le vôtre aussi? Je pense que ça a été exactement ça. C'est-à-dire que ça a été vraiment ce moment-là où on a décidé de se mettre à la création parce qu'on avait le temps. Tout simplement. Parce que pour créer, il faut avoir du temps, il faut avoir de l'espace, il faut avoir les idées complètement claires et ne pas penser à autre chose. Pas trop de vie quotidienne, mis à part... Vous voulez dire que vous êtes la seule Française à ne pas avoir pensé à ce virus qui allait paralyser la planète Non. entière? J'étais heureuse. Vous aviez les paroles claires, les pensées claires, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, c'était vraiment je disais tout le temps la parenthèse merveilleuse. Je remerciais la vie de m'avoir offert ce moment-là. C'est là où, en fait, il fait bon de vivre en Auvergne. Oui, Voilà. dans notre jardin. Hein, on est beaucoup mieux qu'à Paris. Parole de Farfelu, donc venons-en au fait. C'est d'abord un atelier d'écriture que vous animez auprès d'enfants qui sont hospitalisés, Oui. c'est ça? Racontez-nous la naissance du projet. Eh bien, donc, un projet avec l'hôpital Estin à Clermont-Ferrand où nous avons décidé avec notre association de créer une convention, de passer une convention avec eux et d'aller une fois par mois créer des chansons auprès des enfants hospitalisés pour leur offrir un moment d'oxygène et surtout un moment où ils vont pouvoir se libérer au niveau de la parole par rapport à tout ce qu'ils vivent. Et puis, ce moment-là a été magique, mais que pendant 2 mois, puisque j'ai attaqué en janvier 2020 et qu'en mars, c'était fini. Et oui, premier confinement. Voilà, c'est ça, premier confinement. Et on rattaque tout juste là les ateliers. À partir de là, ça va recommencer maintenant. En fait, il a fallu beaucoup de temps pour retourner à l'hôpital. Entre le premier et le deuxième confinement, le deuxième et le troisième, vous n'avez pas pu réintégrer l'hôpital? Une fois dans les chambres, mais c'était vraiment très compliqué. Et oui, avec la Avec- crise qu'on a connue, Voilà. les infirmiers étaient complètement dépassés. On n'avait Oui. pas la possibilité, j'imagine, d'intégrer davantage, effectivement, de monde dans les hôpitaux. Oui, et puis il y avait aussi, évidemment, tout ce qu'il y avait autour
de la protection sanitaire pour les enfants. C'est ça qui était compliqué, c'est-à-dire arriver avec les masques, voilà, pour chanter, pour interpréter, c'est quand même un peu difficile, quoi. Voilà, j'allais y venir justement, ces fameux masques pour chanter, pour interpréter, pour écrire, bien sûr, on peut l'imaginer, mais enfin tout cela, c'est un tout. Donc on a besoin aussi de libérer la parole. Libérer ces enfants, vous le dites, à un moment salvateur, un moment libérateur pour eux. La musique, c'est vrai que c'est ce que ça évoque, a priori, pour tout le monde, en fait, petits et grands. Oui. Vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous auriez pu être seulement professeur de chant, par exemple, ou professeur de musique. Oui. Là, vous avez voulu vous concentrer sur l'écriture. Oui. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire, c'est-à-dire que ces enfants-là, ils n'avaient plus rien à l'hôpital. Et on a eu cette petite idée de faire des podcasts avec mon mari, puisque je ne travaille pas toute seule, on est deux. Et donc, on a enregistré une histoire et une chanson par semaine. Et on l'a envoyé comme ça, à partir du 25 mars jusqu'au 11 mai. Donc, toutes les semaines, on envoyait une histoire et une chanson. C'était un truc fou. Pour nous, c'était un projet incroyable. Et puis finalement, ça s'est fait. On travaillait plus de 80 heures par semaine. Enfin, c'était un truc dingue. Du coup, on n'a pas vu passer le premier confinement. J'imagine. Et puis, Vous voilà. avez eu des retours d'enfants ? Ah oui, des retours de famille surtout, qui attendaient ça avec impatience. Si j'avais 5 minutes de retard pour poster le podcast, c'était la fin du monde. Mais alors attendez, pour bien que je comprenne, c'était des textes en fait qui étaient envoyés pour un enfant particulier, pour plusieurs enfants, c'était... En fait, au départ, on l'avait envoyé que pour l'hôpital et après finalement, on l'a mis sur sur une plateforme et on s'est rendu compte que beaucoup de familles commençaient à adhérer à ce projet. Ouais. Voilà. Et s'identifier à cette famille de paroles de farfelus. Et alors farfelu, pourquoi ? Parce que vous vous êtes dit, on est des fous, quoi. On est des complètement dingues de faire ça, mais en même temps, on a très envie. Le farfelu, c'est quand même le fou sympathique, c'est le fou bienveillant. C'est ça. Et je trouve que, en fait, le farfelu, c'est nous tous. Ceux qui sont bienveillants, ceux qui sont positifs dans notre société. Et on oublie un peu tout ça. Et puis, non, farfelu, parce qu'en 2013, j'avais déjà créé une première chanson qui s'appelait Les Farfelus, d'après un livre de Miguel Tanco. Donc, qui est aux éditions Fourmi Rouge. Et ce livre, justement, est sur la bienveillance. Et j'avais créé ça avec une classe Ulysse à l'époque. Et finalement, 2013-2023, vous voyez, 10 ans après, voilà où est-ce qu'on en est. C'est fou. Alors oui, effectivement, parce que 2023, vous préparez des concerts maintenant dans de nombreuses grandes villes en France avec justement les enfants. Comment ça va se passer ? C'est-à-dire qu'on va retrouver donc Laurette, votre artiste, on va sur retrouver scène. Laurette, voilà, qui est complètement différente de Laure, comme je vous présente aujourd'hui. Comment est Laurette ? Laurette, elle a les cheveux bouclés, elle a une jolie robe et elle fait rêver les enfants. Ouais. Voilà. Donc Laurette est avec son mari sur scène ? Oui, voilà, il a la batterie, lui, voilà. Ou des son nom fois de scène, seul. c'est quoi ? Et lui, c'est Franck, en fait. C'est Franck. Il n'a pas de... Ouais, ok, Francky. Ouais, c'est ça, on peut dire ça. D'accord, donc il y a Laurette et Franck sur scène. Et un pianiste et un guitariste aussi. On est 4, en fait. Et alors vous vous êtes dit, ça y est, il faut que le projet se monte complètement. On va retrouver nos enfants, ils nous attendent. On a envie de faire des concerts. C'est ça. Ça fait déjà 2 ans, presque qu'on en fait. On continue toujours. Et puis là, on a sorti notre premier album il y a quelques mois. On était coup de cœur à la Fnac de Paris. Et coup de cœur, jardin d'acclimatation à Paris. Et coup de cœur aussi. Coup de cœur, oui. Coup de cœur, c'est-à-dire qu'on a fait la musique du jardin d'acclimatation. Quand vous vous baladez dans les allées, c'est notre musique. C'est ça. Donc c'est vous que j'entends tout le temps, en fait. C'est ça. C'est moi. Et ma fille qui danse dessus comme ça. Et oui. Moi, j'adore. Et c'est ça, exactement. On a beaucoup discuté avec le directeur du jardin et avec Vincent, et on s'est dit que finalement cette musique-là était positive et pouvait convenir. Et effectivement, c'était incroyable quand on s'est baladé dans les allées, parce que ça a commencé en février l'année dernière, et quand on voyait les enfants qui d'un seul coup se mettaient à danser, c'était fou. Donc le premier concert, peut-être qu'il faudrait qu'il soit là-bas. On l'a fait déjà. Vous l'avez fait ? J'ai raté. On l'a fait en mai l'année dernière. Il y en a un autre qui va arriver. Il y en aura d'autres, je pense, oui. D'accord, donc parole de farfelu avec votre mari, les enfants qui se retrouvent, ça c'est certain, mais il y a forcément, en fait, c'est un projet familial, c'est-à-dire que quand les enfants sont happés par des artistes, notamment ceux qu'on voit sur scène, c'est pas pareil qu'un film au cinéma, ils sont là devant vous, les parents aussi prennent part au projet. Les parents, ils sont 100% avec nous, et puis 100% avec les textes, surtout parce que j'attache beaucoup d'importance aux mots, à ce qui est dit dans les chansons. Je cache toujours un mot un peu ancien que les parents cherchent et m'envoient « mais non, t'as pas mis ça ». Mais si, j'ai mis ça exprès pour qu'ils puissent justement faire un petit peu de travail de vocabulaire avec leurs enfants. Les enseignants, c'est pareil. Beaucoup d'enseignants utilisent nos chansons en classe. Et donc ça, c'est vraiment incroyable. Des chansons en classe, parce que vous utilisez
des thématiques en fait précises. Oui. Comme quoi par exemple? La rentrée, par exemple, l'automne, toutes les saisons. Il y a la fête des pères, la fête des mères, des grands-pères, des grands-mères. Et là, il y a le carnaval qui vient de sortir aujourd'hui. Donc ça me fait drôle d'être ici. C'était par rapport au carnaval de Nice que vous avez fait ça? Un peu, voilà, c'est ça, exactement. Dans l'idée, c'est exactement ça, à la base. Et je parle de Nice parce que c'est en ce moment. Hein. Oui, exactement. Et puis un petit peu tous les carnavals, mais surtout pour les carnavals dans les écoles aussi, parce qu'il y en a tout le temps. Et donc là, on est en période de vacances. Il y en a qui vont rentrer, qui vont avoir le carnaval directement. D'autres qui vont attendre après les vacances, puisque les Parisiens, je crois, commencent. Donc voilà, c'est assez... la saison va être attendue sur le carnaval et très étendue. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc alors, les concerts, pour juste bien tout noter, on a Parole de Farfelu qu'on peut retrouver sur Internet. C'est ça. Les concerts qui commencent quand? Le prochain, il est où? Quelle date? Alors, le prochain, il est le 17 mars. Il est à Clermont-Ferrand, à Roya, juste à côté. Et c'est au profit de l'UNICEF. D'accord, parce qu'en plus, les fonds sont reversés en fait, à des associations ou à des ONG. On essaye. Formidable. Donc Clermont-Ferrand, une autre date pour ceux qui ne pourront pas être à Clermont? Eh bien après, quand est-ce que je ne sais plus, on en a d'autres, hein, mais faut aller voir sur le site. Retrouver à Rennes, voilà, c'est ça exactement. Ouais. Bravo en tout cas, merci beaucoup Laure Dèbre d'avoir été avec nous sur le Grand JT d'éducation pour parler de Parole de Farfelu, un atelier génial d'écriture que vous animez auprès d'enfants hospitalisés et puis maintenant une série de concerts. Voilà, et puis les appels évidemment, la fabrique à musique aussi, hein, qu'il ne faut pas oublier. Ah, parlons de la fabrique à musique, un petit mot, effectivement, pardon, oui, alors allez-y, parlez-moi de la fabrique à musique. Et oui, justement, la fabrique à musique, donc la fabrique à musique qui est donc préparée par, qui est donc, comment dire, intégrée dans les classes par l'intermédiaire de la SACEM, du ministère de l'Éducation nationale, de l'Agriculture et Canopée. Et donc ça, ce sont des appels à projets qui se font dans les classes pour découvrir les créateurs de demain. Et donc ça, c'est très intéressant. Des créateurs dans tous les domaines? Dans tous les domaines, puisque c'est en électro, en rap, en musique contemporaine, musique à l'image, rock, voilà, il y a vraiment un panel incroyable, le jazz aussi. Et il suffit juste aux enseignants de trouver en fait un relais, de se renseigner auprès de la SACEM. Et il y a une somme qui est versée pour que le créateur aille dans les classes auprès des enfants. Et ça, c'est un projet vraiment formidable. Et on sait combien la musique adoucit les mœurs, c'est importante pour les enfants. Oui, et puis surtout, peut-être former les créateurs de demain. Parce que c'est ça qui est important. Éveiller. Éveillons nos enfants. Merci mille fois, Laure Dèbre, d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand JT. On salue donc Franck, qui est avec vous sur scène et dans la vie. C'est ça. Un couple qui marche. Le lendemain de Saint-Valentin, c'est pas mal. Oui, c'est ça. Il fait tous les arrangements musicaux, c'est lui derrière. C'est parfait, moi. Alors, voilà, vous me faites croire en la vie. Le faiseur de rêve. Le faiseur de rêve. Non, mais n'en dites pas trop, parce que là, il va avoir la tête comme ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laure Dèbre. Allez, tout de suite, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, elle reçoit Louis Albi. Regardez. Est-ce que donc il n'y a pas eu un moment où il y a eu un autre métier auquel tu as songé autre que chanteur? Non. Mais tu t'inscris quand même en fac de psycho? Ouais, totalement. Parce que je me dis que c'est beau de rêver, mais il y a des gens extrêmement talentueux qui ne réussissent pas dans la musique. C'est très injuste. C'est très, très injuste. Il y a des gens qui ont la chance, il y a des gens qui n'ont pas la chance. Et ce n'est pas une question de talent, de volonté, etc. C'est vraiment... Et pourquoi la psycho, alors? Eh ben, parce que je pense que d'une certaine manière, je voulais aider les gens comme je n'avais pas été aidée. Donc j'avais déjà vu des psychologues. C'est vraiment pas un tabou pour moi. Et j'avais envie de pouvoir être là pour aider les autres et me sentir utile. Donc je m'étais dit que psychologue, ça pouvait être... Et au moment où tu es en fac de psycho, la musique, elle occupe quelle place dans ta vie, en parallèle, j'imagine? Ben, c'était un peu en manque. J'étais en manque de musique. Et c'est un moment un peu plus triste aussi parce que j'étais en appartement à Bordeaux pour la semaine, pour mes études du coup. Et parce que je ne suis pas dans ma campagne tout seul, je ne peux pas chanter comme j'ai envie. Et sortir du belting à foison. Donc je chantais pas, je m'interdisais de faire du bruit, etc. Et je sentais que ça me pesait en fait de ne pas chanter. Si je chante pas dans la journée, je m'éteins totalement. Tu chantais pas tous les jours? Non. Et ça me pesait énormément. En plus, je prenais plus de cours parce que j'étais plus chez moi. Et du coup, j'avais vraiment ce manque de musique et voilà, quoi, j'en avais besoin. Et du coup, à quel moment le casting de la Starac arrive? Alors, moi, je crois beaucoup aussi de l'univers. Et le 3 mai 2022,
jour de mon anniversaire. Je vois la publicité, c'est l'ouverture des castings de la Star Academy. L'annonce comme quoi ils recherchent des gens pour la Starac. Et je vois la publicité à la télé. Je me lève, il y a ma mère qui était dans une autre pièce qui entend aussi le générique. On se retrouve au milieu de la pièce et on se regarde et on fait on va le faire. Ah, donc tu vois, ils étaient... Loulou, elle était tout le monde là quand même. Mais c'est quelque chose de très étonnant parce que on a toujours su l'un comme l'autre que j'ai déjà été contactée pour The Voice. Ah, t'avais déjà été contactée? Enfin, contactée, on m'avait déjà dit vas-y. J'étais déjà allée accompagner des gens à des castings, etc. On m'avait dit mais vas-y. Et les casteurs m'avaient poussé un peu. Et j'avais toujours dit non parce que j'ai pas du tout confiance en moi. Donc je me sentais incapable de le faire. Et là, pour que ma mère et moi on se disent on le fait, c'est quand même un moment assez magique. Tu vois, j'ai des frissons, alors qu'il fait très chaud. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Louis Albi pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Et là, quand on prend conscience qu'on aime vraiment le bowling et que c'est un vrai sport qui se joue à haut niveau? Alors au début, c'est vrai qu'on est par groupe d'âge, donc on est encore des enfants, donc c'est plus de l'amusement. Puis au fur et à mesure, mon coach de l'époque m'a proposé d'avoir mes premiers matériels pour commencer les compétitions. Et au fur et à mesure, je me suis entraînée, j'ai progressé et avec un petit peu plus de matériel professionnel pour faire des compétitions plus importantes. Alors c'est quoi justement ce matériel professionnel? Parce que Mathilde et moi, on est vraiment débutants. En bas de l'échelle, on peut le dire. Quand tu parles de matériel et de professionnalisation, tu parles de quoi? Alors nous, on a nos propres boules, nos propres chaussures et puis tout un tas de petits matériels qui vont nous aider. Donc par exemple des chiffons, des produits pour nettoyer les boules, enfin, c'est très spécifique. On a par exemple nos pouces qu'on peut mettre dans les boules qui sont adaptés à nos doigts. Enfin, tout est fait pour qu'on soit le plus à l'aise pour jouer. Mathilde. Oui, il me semble que d'ailleurs les boules, vous pouvez les faire à votre taille, en fonction de la taille des doigts et du poids aussi. Comment ça se passe? On a un perceur qui s'occupe de commander notre matériel et tout ça. Et après, il prend nos mesures, donc l'écartement des doigts, la taille de nos pouces, de nos majeurs et de nos annulaires. Et après, en fonction de ça, il perce les boules à la taille de nos doigts, de façon à ce qu'on soit le plus à l'aise. Et le poids, parce que quand on joue au bowling, je me souviens, il y a plusieurs poids différents. Vous jouez toujours avec le même poids? Oui, c'est ça. Par exemple, moi, je joue en 15 livres. Et une très grande majorité des joueurs de haut niveau jouent en 15 livres. Alors, 15 livres, c'est quoi? C'est 15 pounds, c'est ça? Faut traduire en kilos, en grammes, c'est combien? Ça fait à peu près 7,5 kg. Ah quand même, 7,5 kg. Mesdames, messieurs, si vous êtes tous les trois en plateau, c'est parce que vous participez à ces toutes premières assises qui ont lieu demain. On le dit souvent, il y a des chiffres, il y a des constats sur le manque criant de femmes et de jeunes filles dans les métiers et les formations du numérique, des sciences et des mathématiques. Mais cette fois-ci, on se dit qu'on peut enfin aborder des solutions. Oui, je sais, c'est fou. Pour pouvoir justement ouvrir, Peggy, les possibles de ces métiers, de ces formations, mettre l'égalité aussi au cœur de l'éducation en matière de STEM, il faut prendre la question de façon holistique. Exactement. En fait, ces assises, c'est une première édition qui a été initiée par Famat Numérique avec tout un collectif de partenaires qui représentent l'ensemble des forces vives qui agissent sur ce sujet. Aussi bien les acteurs de l'éducation, de la formation, les acteurs universitaires, également les acteurs de la reconversion, les pouvoirs publics bien sûr, mais tous les agents, en fait, tous les agents qui agissent sur ce sujet-là, les associations qui sont très engagées évidemment et qui utilisent beaucoup, on va dire, des ressources qui sont finalement bénévoles pour mettre en place une politique et une politique finalement publique, une politique citoyenne pour obtenir plus de femmes, de filles, de lycéennes et d'étudiantes dans les filières de formation, mais aussi de femmes ensuite dans les métiers techniques du numérique.
Tu es surtout directeur général de l'EPITA, une des plus grandes écoles d'ingénieurs et de formation au métier du numérique dans leur ensemble. Là aussi, quand on regarde les chiffres, je sais, je voulais qu'on en regarde le moins possible, mais quand même, ils sont là. Moins d'un étudiant en école d'ingénieur sur 3 est une femme. Tu as pris, justement, là aussi, le problème à bras-le-corps avec d'autres écoles d'ingénieurs. Vous décrétez tout simplement l'état d'urgence sur les vocations féminines. Absolument, Marjorie. Il y a état d'urgence pour une raison très simple. On est en train de se priver de la moitié de l'humanité pour résoudre les problèmes de la totalité de l'humanité. Et on commence à s'apercevoir que pour résoudre ces problèmes, on aura besoin d'ingénieuses et d'ingénieurs, puisque l'ingénieur, c'est celui qui fait. C'est celui qui, à la fin, va réaliser des produits, des services, des logiciels, des objets dont le monde a besoin. Et si on regarde d'un peu plus près, il n'y a aucun des enjeux de réparation, de développement de la planète et de la société qui n'échappe aujourd'hui au numérique, en tant que ces technologies permettent de passer à l'échelle et d'avoir un impact de très très grande ampleur. De ce fait, se priver de la moitié des talents de l'humanité, encore une fois, pour résoudre la totalité, c'est prendre du retard. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, confier la conception et la construction de très grandes plateformes uniquement à l'agent masculine, c'est créer des biais. On l'a vu dans un très grand nombre de prototypes d'intelligence artificielle qui sont simplement entraînés sur des modèles qui sont incomplets. Et pour ça, on a besoin d'ingénieuses. Et pour ça, il y a plein de solutions. Ouais. Il y en a une notamment qui est de les aider à s'autoriser, à entrer dans ces carrières, à embrasser ces métiers dans lesquels elles excellent. Alors il s'appelle Jude, il est autiste, il a 11 ans et c'est un génie du piano. Jusque-là, bon, ok, c'est pas non plus extraordinaire. Sauf que la particularité de ce petit garçon, c'est qu'il est complètement autodidacte. Il n'a jamais pris un seul cours de piano de toute sa vie. Il y a des génies comme ça. Donc son père l'a surpris en train de jouer du piano dans le sous-sol de leur maison, sur un piano électrique, un jour comme ça, facilement, presque en rigolant, reproduisant les airs qu'il connaissait. Et il ne joue depuis qu'1 an. Donc il a 11 ans, il a commencé à 10 ans. Regardez ce que ça donne. C'est dingue. Du télonusement comme l'herbe, là. Alors c'est pas la vidéo où on voit le mieux sa technique, mais déjà rien que l'âme. Mais oui, c'est de la musique surtout. Voilà, c'est pas un truc mécanique. Exactement. C'est, je vais dire, un petit prodige. Ah ouais. Et pourquoi je vous montrais particulièrement cette vidéo, parce que l'histoire, elle est encore plus belle ensuite, c'est que il joue, vous avez remarqué, sur un piano à queue. Enfin, on voit pas que c'est un piano à queue, mais c'est un. On l'entend. Voilà, on l'entend. Voilà. Et en fait, ce piano, il lui a été offert par un accordeur de piano. Il suivait le jeune homme sur les réseaux sociaux. Il voyait qu'il jouait tout le temps du piano électrique. Il a donc décidé de lui offrir un piano. Patrice Saradet, est-ce que le bullying a sa place à l'école? Moi, je dirais totalement. On véhicule des valeurs éducatives qui sont importantes. Personnellement, je l'ai fait pendant des années sur la ville de Toulouse. Nous avions énormément de classes qui venaient découvrir sur des cycles d'initiation, que ce soit dans le primaire ou dans le collège ou même dans le lycée. Et ça s'adapte très, très, très bien à la vie scolaire et dans les valeurs que nous souhaitons leur véhiculer, quoi. Au-delà de la convivialité, qu'est-ce qu'il apporte aux élèves, justement, le bowling? Vous avez tous ces... Alors déjà à la base, apprendre les règles de fonctionnement, les règles de vie dans le bowling, les règles de sécurité, apprendre ensuite le comptage des points. Je sais que pour les écoles primaires, faire des additions, apprendre le système de comptage des points n'est pas évident à la base, donc c'est déjà tout un travail à effectuer au préalable d'apprendre à faire des additions correctes, des bonus, des bonifications pour les strikes, les spares, etc.
tout ça est intéressant. Et puis après, les valeurs physiques que l'on peut développer dans la coordination, dans la capacité à lancer un objet vers des quilles, enfin, voilà, à apprendre des trajectoires, à travailler en équipe, sur les pistes. Enfin, voilà, tout ça sont des valeurs qui sont bien véhiculées et qu'aiment les instituteurs ou les professeurs des écoles. Est-ce qu'on peut faire du prédictif aujourd'hui, un peu, j'allais dire, comme dans Minority Report? Est-ce qu'on peut empêcher un crime d'advenir? Alors, tout d'abord, quand on compare la capacité à, en fait, tenir compte des signaux faibles en cybersécurité et tenir compte des signaux faibles en pédocriminalité, on voit un gap gigantesque. Et dans les deux cas, il y a un parallèle, en fait, c'est que la puissance publique met un certain laps de temps à comprendre qu'il y a une réelle menace massive. Je m'explique. La CNIL a été créée en 1978 et l'ANSSI... Commission nationale informatique et liberté. Oui. En 1978, essentiellement sur la problématique de préserver la vie privée maintenant que l'informatique existait. Et ce n'est qu'en 2009 qu'est créée l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est-à-dire que c'est comme si on n'avait pas compris avant cette date qu'il y avait réellement un problème de hacking massif, même aujourd'hui professionnalisé, industrialisé. Et je trouve qu'il se passe un peu la même chose maintenant. On lève le voile sur un phénomène qui était invisible avant que le numérique arrive. Et là, on va prendre du temps à créer notre Agence nationale pour la sécurité des enfants. Et tout l'écosystème que ça permettra donc ce que vous dites quand même, c'est on se dépêche là. Il faut effectivement prendre cette menace pédocriminelle au sérieux et s'organiser. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox, schooltv.com. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Romain Luc. Au son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Maquillage, Emma Rajafindra Lambeau. Emma Guessel et Agathe Delannoy. À la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao.